Alors, nous allons donc commencer la dernière table ronde de cette session de l'après-midi et donc de ce congrès du gaz 2021. J'appelle donc pour cela à me rejoindre sur l'estrade Roland Bouquet, qui est président du SINASAV, Alain Quinet, qui est président de la commission sur la valeur de l'action pour le climat et directeur général délégué de SNCF Réseau. Installez-vous, je vous en prie. Sauf là. Xavier Metz, qui est associé chez Wavestone, cabinet de conseil français spécialiste de la transformation des entreprises et des organisations. Et enfin, Laurence Poirier-Dietz, qui est directrice générale de GRDF. Donc merci à vous quatre d'être présents aujourd'hui sur cette table ronde consacrée à la sobriété et à l'efficacité. Quelles sont les clés qui sont disponibles pour accélérer de ce point de vue-là dans l'économie française? Sobriété et efficacité, ça reste quand même assez large comme titre. Et j'aimerais bien du coup, Xavier Metz, que vous nous déblayiez un petit peu le terrain, que vous nous précisiez qu'est-ce qu'on entend par là. Merci. Je vais essayer effectivement de poser le décor. Alors peut-être très simplement, sobriété, efficacité, qu'est-ce que ça veut dire? Commençons très simple. Donc c'est ne pas consommer ou consommer moins. Ne pas consommer, c'est prendre son vélo plutôt que sa voiture. Ne pas prendre sa voiture parce qu'on télétravaille. Effectivement éteindre son ordinateur le soir. Ne pas allumer trop tôt son chauffage. Moins consommer, c'est facile également. Quand on envoie un mail, on met plutôt un lien vers un document qu'une pièce jointe. On isole sa maison. On utilise un équipement performant, etc., etc. Donc, si je comprends bien, c'est tout ce que l'on peut ne pas faire, ou en tout cas qui permet d'économiser de l'énergie. Voilà, pour faire simple. Alors, une fois Alors, pourquoi on le fait? Ça a été dit tout au long de la journée. On le fait pour l'enjeu planète, pour l'enjeu carbone, mais on le fait aussi parce que c'est un enjeu de compétitivité pour nos entreprises, de moins consommer. Et puis, c'est un enjeu social. Ça a été rappelé tout au long de la journée. Alors, on va venir peut-être maintenant, notamment sur l'enjeu de précarité énergétique qui a été également évoqué. Alors, pour trouver les voies de la décarbonation grâce à la sobriété et l'efficacité, il y a un certain nombre de terrains de jeu. C'est peut-être là qu'il faut qu'on essaye de prioriser le sujet. Donc si on commence par ordre d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport qui arrive en tête, puisque en France, en tout cas, c'est 30% des gaz émis. Ensuite, on va trouver le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, la production d'énergie. Alors, ce que je voudrais là, c'est pas tellement faire le hit parade quantitatif, mais plutôt d'évoquer les secteurs qui me semblent les plus critiques. Qu'est-ce que j'entends par critique? Des secteurs à fort potentiel de gain carbone, mais sur lesquels on a du mal, on peine à trouver les clés, on peine à accélérer, on peine à véritablement atteindre les niveaux d'ambition. On ne voit pas bien comment on va y arriver. J'en vois deux, les logements existants et le transport de marchandises. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas continuer à accélérer sur tous les autres secteurs, mais les tables rondes a parlé d'industrie tout à l'heure. On voit bien que les entreprises ont les choses en main. On pourrait parler de véhicules individuels. Là aussi, on voit bien que les choses sont lancées. Les véhicules propres se développent fortement. On ne peut plus rentrer dans les centres-villes où on ne pourra plus avec des véhicules pétroliers. Donc les dynamiques sont lancées. C'est beaucoup moins le cas dans le logement. Alors, soyons un peu plus précis. Dans le logement, il y a trois façons de faire de la sobriété et de l'efficacité. Par le neuf, par la sobriété des usages et dans les logements existants. C'est sur ce dernier levier qui est vraiment critique, sur lequel on n'arrive pas véritablement à démarrer suffisamment. Alors, les logements existants, c'est 10% des gaz à effet de serre. Alors, juste un chiffre pour illustrer le fait qu'on n'arrive pas à passer à l'échelle. On rénove énergétiquement chaque année en France à peu près 250 000 logements.
Il faudrait en rénover le double, voire le triple à horizon 2030-2040 pour atteindre les objectifs et en particulier traiter les 5 millions de logements qui sont des passoires énergétiques. La difficulté, c'est qu'en fait, ce n'est pas un problème technique. Enfin, on le verra. Les solutions, elles existent. Il y a des systèmes connectés, de l'IoT pour piloter des compteurs communicants, pour piloter les consommations, pour être plus sobre dans les usages. Il y a effectivement des solutions d'isolation des logements qui sont disponibles. Il y a également des équipements performants. On viendra probablement sur les solutions PAC tout à l'heure. De l'argent, il y en a. Alors, il est disponible. Est-ce qu'il est accessible? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a du financement disponible. Donc, ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème financier. C'est un problème de massification sur un secteur qui est majoritairement diffus. Donc, les clients, ce sont les ménages diffus, difficiles à toucher. Et l'offre, ce sont également des professionnels, des artisans. Donc c'est cette capacité à passer à l'échelle, à changer la donne qui est la question. Alors voilà, les leviers, on peut les identifier. C'est comment faciliter le parcours du client, le parcours des ménages, comment multiplier, j'allais dire, mais augmenter le nombre de réseaux, de professionnels et d'artisans de qualité. C'est comment faciliter l'accès aux aides, comment on va adresser la précarité énergétique. Donc, tout autant de questions pour passer à l'échelle et massifier. Alors, il me reste donc le secteur du transport de la marchandise, parce que j'ai annoncé 2 secteurs particulièrement critiques. Le transport de marchandises, c'est 12% des émissions de gaz à effet de serre en France, essentiellement les poids lourds et les véhicules utilitaires. Donc là, les faits sont cruels, c'est une catastrophe. C'est le seul secteur, le transport de marchandises, qui ne réduit pas ses émissions. Les chiffres sont vraiment cruels. Le transport ferroviaire est, on le sait, très efficace énergétiquement par rapport au transport routier. Je vous rappelle quelques chiffres. Le transport ferroviaire en France, c'était 46% en 1975. Depuis 2015, c'est moins de 10%. Aujourd'hui, en France, c'est à peu près 9%. Si on compare à nos voisins, en Allemagne, c'est 19%. Il y a des pays à plus de 40, la Suisse, la Suède, l'Autriche. Voilà, donc on est vraiment dans une situation, on a l'impression de cercle vicieux. Ce n'est pas un problème de solution technique. On sait transporter ferroviairement, il y a des solutions logistiques. On a également effectivement des solutions pour faire tourner les camions de façon moins carbonée. Il y a de l'argent à investir. Donc là, on est plutôt sur comment relancer une dynamique vertueuse. Mais bon, je sais que SNCF Réseau et GRDF ont plein d'idées, lancent plein d'initiatives pour sortir de ce cercle vicieux. Alors effectivement, on va voir avec chacun des autres acteurs comment est-ce que on embrasse ces 2 questions respectivement du bâtiment et du transport, mais quand même peut-être juste avant, parce que j'ai oublié de vous demander, Wavestone, en fait, je disais tout à l'heure, c'est un cabinet conseil donc spécialisé en transformation des entreprises. Vous avez l'air d'y connaître pas mal en énergie. C'est l'un des prismes particuliers sur lesquels vous travaillez ? Merci de la question. Je vais faire la petite minute publicitaire quand même, c'est gentil. Pas pub, promo. Non. Notre métier consiste effectivement à accompagner les grandes entreprises dans leur transformation majeure. Et le secteur de l'énergie est un de nos 3 premiers secteurs, effectivement, depuis un certain nombre d'années. Donc on a un grand plaisir à accompagner cette transformation. Vous avez été très sobre en matière de publicité, je vous félicite. Vous êtes raccord avec le titre de la table ronde. Alors effectivement, Alain Quinet, donc, vous êtes directeur général délégué de SNCF Réseau. Monsieur Metz disait, bon, des rails, on en a en France, pourtant on ne les utilise pas. Est-ce que c'est parce qu'on n'incite pas ou est-ce qu'on n'incite pas comme il faut ? Merci de la question. Bonjour à tous. Il fonctionne en régie. Très bien, parfait, c'est parfait. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Oui, je voudrais peut-être prendre le sujet à partir d'une vue transport en général, avant peut-être de dire quelques mots sur le ferroviaire plus spécifiquement.
Et je rebondis sur ce qu'a dit mon voisin, que je partage totalement, qui est qu'on n'est pas face à un problème technique, mais on est face à un problème que je qualifierais d'économique au sens large. Et je pense que dans les transports, il faut qu'on affronte en fait un très grand paradoxe. C'est que d'un côté, quand on regarde les progrès d'efficacité énergétique, en fait, ils ont été considérables, absolument considérables depuis le premier choc pétrolier et même depuis le début des années 2000. Là, je vous ai mis un graphique qui est pour l'ensemble de l'économie française et qui montre, depuis 1990, la baisse de l'intensité énergétique du PIB. Et vous voyez que globalement, l'efficacité énergétique, elle s'est améliorée de 30%. Hein, et tous les secteurs ont contribué à ces progrès, hein, l'industrie, le bâtiment, mais les transports n'ont pas été en reste. Et même dans beaucoup de domaines, les transports ont été en avance. Et quand on regarde les véhicules individuels ou les avions, les progrès de l'efficacité énergétique ont été très spectaculaires. Et l'autre côté du paradoxe, et qui est très frustrant, c'est que cet excellent résultat obtenu par le secteur des transports quand on raisonne en tonnes équivalent pétrole, on ne le retrouve absolument pas, c'est ce qui a été dit, en matière d'émissions de CO2. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que, alors même que le secteur des transports a drastiquement amélioré son efficacité énergétique, comme je le montrais, quand on regarde les émissions de CO2 du secteur, eh bien, en fait, ce que l'on voit, c'est que ça a augmenté. Et l'enjeu maintenant, c'est d'inverser la pente. Hein, évidemment, d'arriver à zéro à terme, mais c'est déjà d'arriver à inverser une tendance qui est très défavorable parce que l'année 2020, évidemment, elle est un peu rabotée par les effets du Covid. Et donc, quand même, la grande question, c'est comment est-ce qu'on explique ce paradoxe ? Et en fait, en termes économiques, on l'explique assez bien, d'ailleurs même depuis le 19e siècle, c'est d'ailleurs un économiste qui s'appelle Givons qui a mis ça en évidence. On l'explique assez bien parce qu'on appelle l'effet rebond, que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais ça correspond à une idée très simple, c'est que si chaque véhicule individuel ou chaque avion individuellement est plus efficace et donc moins cher, eh bien il y a un effet rebond très fort qui va se produire dans deux dimensions, hein, qu'on observe de manière très, très visible. La première chose, c'est que les véhicules individuels, ils sont de plus en plus puissants. Hein, ça, c'est très visible quand on regarde les voitures circuler en ville aujourd'hui. On se demande si on ne part pas pour un safari. Et puis, deuxièmement, ce qu'on voit, c'est que les trafics aussi se développent beaucoup. On roule plus longtemps. Et donc, au total, avec ces effets rebonds, ce qu'on voit, c'est qu'on peut être très bon techniquement sur l'efficacité énergétique et très mauvais sur les émissions de CO2. Et donc la question, c'est à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, hein, alors, loin de moi l'idée que l'efficacité énergétique ne sert à rien. Je pense que c'est évidemment un levier très très important. Et il faut on imagine qu'elle n'est pas suffisante. Voilà, exactement. Il faut le continuer et il faut voir comment est-ce qu'on peut transformer ces tonnes équivalent pétrole en économie de CO2 économisée. Et là, ça m'amène quand même à mettre en évidence deux voies de solutions. Première solution, c'est quand même de réguler ces effets rebonds. Hein, et je pense qu'on est en train, avec des réglementations sur l'usage des véhicules en ville, avec de la fiscalité aussi sur le carbone, d'essayer de maîtriser ces effets rebonds. Et voilà, je me permets de souligner quand même l'importance de la tarification du carbone pour transformer les économies d'énergie en économies de CO2. Et puis l'autre dimension, qui est aussi facilitée par la réglementation ou la tarification du carbone, c'est le report modal. Hein. Ce qu'a dit mon collègue, c'est le report modal, jusqu'à présent, il était à l'envers. C'est-à-dire qu'on est allé du fer vers la route. Hein. Et donc, le point que je voudrais juste souligner, ce sera aussi ma petite minute de publicité pour terminer, c'est qu'en fait, la grande vertu du transport ferroviaire, c'est, avant même de parler de CO2, c'est l'efficacité énergétique. Parce qu'il se passe deux choses en fait dans le ferroviaire par rapport aux autres modes. Le premier élément qui est technique, c'est qu'en fait le contact rail-roue, il est extrêmement efficace. Hein, et donc il donne énormément de puissance sans avoir à consommer beaucoup d'énergie. Puis le deuxième atout du ferroviaire, c'est qu'il est très capacitaire. Hein, dans une rame de RER, on peut... Lorsque la rame est au maximum, on peut mettre 2000 personnes. Donc vous voyez que dans un véhicule individuel, il y a 1,3 personnes en général. Voilà, donc on peut, vous voyez l'équivalent entre voitures individuelles et trains. Et donc ça veut dire simplement, quand on raisonne par passager, en fait,
En efficacité énergétique, vous voyez qu'il y a un rapport de 1 à 7, de 1 à 9. Les calculs sont évidemment sensibles au taux de remplissage que l'on prend. Je tiens le détail à votre disposition. Mais voilà, en tout cas, les ordres de grandeur sont là. Oui, parce qu'il y a quelque chose moi, qui m'interpelle, c'est le fait que vous ayez l'avion entre le train et la voiture. C'est parce que c'est un A380 ou... Non, ça tient beaucoup au taux de remplissage. C'est-à-dire que le taux de remplissage d'un véhicule de 4 ou 6 places, en général, c'est en moyenne 1,3 personnes. Alors qu'un avion, en général, a un taux de remplissage plus grand. Donc, quand on raisonne par passager transporté, effectivement, on a une image qui est un peu différente, disons, de l'intuition quand on raisonne uniquement sur le véhicule, indépendamment de son taux de remplissage. Très bien. Alors, vous évoquiez effectivement le prix du carbone et vous parlez de transport. Forcément, ça m'amène à vous poser la question de l'inclusion du transport dans les mécanismes carbone. Est-ce que c'est une bonne solution? Où en est-on? Alors, vous avez vu que ça faisait partie des propositions de la Commission européenne récemment, qui est aujourd'hui sur la table et qui va être discutée par les États. Moi, je me contente d'une seule remarque, c'est que quand on regarde les marchés du carbone qui existent aujourd'hui dans le monde, Québec, Californie, Nouvelle-Zélande, etc., en fait, quand ces marchés du carbone ont été créés, en fait, ils ont été créés pour tous les secteurs en même temps. On n'a pas cherché à discriminer entre énergie, industrie d'un côté, et puis bâtiment et transport de l'autre. Donc en fait, c'est une particularité européenne historique d'avoir créé un marché du carbone réservé en gros à l'énergie et à l'industrie, et puis de s'en remettre aux États, en fait, pour traiter les secteurs bâtiment et transport. Mais le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que le marché du CO2, il est en place. Il envoie des signaux de prix. Et les deux secteurs qui ne sont pas dans ce marché, le bâtiment et les transports, je vous renvoie à ce que mon voisin a dit au début. Donc vous êtes plutôt pour le fait qu'ils rejoignent effectivement un mécanisme carbone. Je pense que le diable est dans les détails, comme toujours quand on dessine ce genre de marché. Donc il y a forcément des mécanismes de transition organisés, il y a des mécanismes de redistribution organisés. Mais si on veut un jour espérer atteindre zéro émission nette, il est évident qu'il faut s'orienter vers ce type de solution. Vos préconisations en matière d'agenda, quelles seraient-elles? Je pense que ce qu'il faut, c'est clarifier d'une part la période de transition. Parce qu'on ne peut pas infliger des chocs de prix à tel ou tel secteur brutalement. Donc je pense qu'il y a un enjeu de transition. On l'a vu tout à l'heure, effectivement. Voilà. La question de la Et je pense qu'ensuite, il y a un enjeu de redistribution. C'est qu'évidemment, tout le monde veut mettre l'argent sur les recettes de quotas et on ne peut les utiliser qu'une fois. Et donc ça me paraît très important que lorsqu'on met en place un mécanisme de type marché de carbone, eh bien les recettes, on les affecte prioritairement à l'accompagnement des secteurs qui sont soumis à ce signal, à commencer d'ailleurs, quand on parle de bâtiments et de transport, on parle aussi de PME et de citoyens, évidemment qu'on s'intéresse aux plus modestes. Merci beaucoup. Laurence Poirier-Dietz, vous êtes directrice générale de GRDF. Comment est-ce que le réseau de distribution peut apporter sa pierre, notamment sur les transports, pour les rendre plus efficaces, plus sobres, moins émetteurs de CO2 ? Bonjour à tous et à tous. Alors oui, effectivement, chez GRDF, on promeut cette mobilité durable et cette mobilité qui sera verdie, avec le GNV aujourd'hui et le bio-GNV demain. Très concrètement, on travaille avec l'ensemble des acteurs de la filière. Alors, dans la filière, ceux qui ont été les premiers, je dirais, ce sont les bus. Aujourd'hui, la part de marché des bus au gaz naturel est d'à peu près 39-40%. Et pour les camions, on est plutôt à 5%. Donc, effectivement, là, la marge est encore grande. Mais la dynamique est là et clairement pour nous, nous raccordons depuis le début de l'année, depuis début 2021, nous avons raccordé 55 nouvelles stations GNV sur le territoire. Il y en a d'autres encore en raccordement. Ça doit apporter actuellement le chiffre à peu près 250 stations, bientôt 300. Sans doute c'est pas suffisant, mais c'est un élément important. Les stations, c'est aussi le cas des matériels. Donc sur les camions, il me semble, mais Madame la directrice tout à l'heure de FDE Transport en a parlé. Je pense que l'offre matérielle est présente. C'est moins le cas, et je pense que voilà, Monsieur le Président du CINASA y reviendra peut-être, mais c'est moins le cas sur les véhicules utilitaires légers. Et pour autant, là, on a face à nous énormément de professionnels, artisans qui ont besoin de se déplacer dans les ZFE demain et qui devront avoir des véhicules qui répondent à leurs besoins d'autonomie et de charge.
Donc voilà, donc nous sommes en accompagnement de cette dynamique très clairement. Très bien, ça c'est sur le transport. Et qu'en est-il au niveau du bâtiment? Alors sur le Sachant bâtiment, qu'on a entendu aujourd'hui beaucoup le fait que la place du gaz était effectivement en discussion et que ce n'était pas tous les jours facile, pour résumer très rapidement. voilà, je vous laisse à votre résumé, effectivement. Bon, ce qui est sûr, c'est que je crois que nous partageons, mais ici, ça a été dit par Xavier Metz, et on partage ici cette conviction que l'énergie la plus propre et la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc nous sommes très attachés à outiller les clients pour qu'ils puissent comprendre au mieux quelle est leur consommation. Parce que là aussi, c'est de bon sens, mais simplement, on pilote bien que ce que l'on mesure bien. Donc la première action que je pourrais décrire, c'est d'avoir mis en place un compteur communicant dont maintenant plus de presque 8,5 millions de clients sont dotés. Et donc ça veut dire que ça donne la possibilité à tous les clients de mesurer leurs usages et la consommation. C'est une première chose. C'est nécessaire, vous allez me dire, c'est pas suffisant. C'est vrai, c'est pas suffisant parce qu'ensuite on touche au comportement. On le sait, et les effets rebonds, on le sait aussi avec le chauffage. Ils ont été démontrés notamment dans beaucoup de bâtiments BBC. Quand on sait qu'on consomme moins, on pousse un peu plus pour monter le niveau du chauffage du logement. Donc il faut pas aller vers ces sujets-là. Donc le premier sujet pour nous, c'est d'accompagner avec ces compteurs. Et aussi notre capacité, avec ce qu'on a désigné, appelé GRDF Addict, à transmettre des données anonymisées et agrégées à la maille d'une commune, par exemple, d'un quartier ou d'un ensemble de bâtiments pour un bailleur, ce qui permet de mieux flécher les opérations de rénovation. Voilà. Alors si on évoque maintenant les solutions où on a une efficacité énergétique, je voudrais en citer deux. D'abord, dans la rénovation, moi je tiens à le dire, la solution la plus simple pour rénover en gaz, c'est de rénover par une chaudière à très haute performance énergétique. Cette chaudière en place, c'est la moins chère, c'est la plus simple. Et très rapidement, on s'aperçoit qu'elle permet d'éviter 25% de consommation et 25% d'émissions de CO2. Alors, et on sait, parce que d'autres pays comme en Allemagne ou aux Pays-Bas, ça a été démontré que si notre parc de chaudières haute performance était à 100%, disons, si on passait de 30% à 100%, eh bien, on aurait une baisse de la demande de gaz de 10% pour la France. Donc c'est quand même aujourd'hui, ce serait bon à prendre. Conséquent. Voilà. Évidemment, le deuxième sujet, mais ça, c'est le buzz de la journée, la PAC hybride. Donc je ne peux pas faire autrement que d'en parler. Moi, ma conviction, c'est que la PAC hybride n'était pas au bon time to market, comme on dit. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, c'est vrai qu'on en place, il s'en place à peu près 5000 par an, à peu près. Aujourd'hui, ce qui est très peu, clairement, contre 150 000 PAC ELEC, clairement. C'est très peu, et pourquoi? Mais pourquoi? Parce que si le time to market n'était pas là, c'est parce que la RT 2012 avait des produits, et dont la chaudière très haute performance énergétique, et plus de solaire qui répondaient bien. Donc demain, les meilleures PAC hybrides, elles permettent de répondre aux exigences de la RE 2020. Elles sont le meilleur, moi j'ai tendance à dire, c'est le mix énergétique à la maison. C'est ce qui permet en hiver, quand il fait froid, d'utiliser le gaz. C'est ce qui permet en intersaison d'avoir les meilleures capacités environnementales et économiques de l'électricité. Et finalement, de rendre à la fois le client satisfait et puis l'ensemble du système énergétique en bénéficie largement. Donc je crois qu'on a là devant nous maintenant un bon moment pour que ces produits soient lancés. Alors ça ne se fera pas non plus de façon simple, parce qu'il faut d'abord animer la filière, et ça c'est ce à quoi les équipes de GRDF s'emploient, mais aussi former à la fois ceux qui posent et ceux qui les maintiennent, de manière à ce que ce soit un produit qui donne pleinement satisfaction et qu'il n'y ait pas de contre-référence. Roland Bouquet, je crois que Laurence Poirier-Dietz a
complètement positionné effectivement le thème de votre intervention. Il y a un double défi, il y a effectivement l'installation, mais pas seulement, il y a la maintenance pour qu'on arrive à avoir des équipements qui fonctionnent bien et qui soient économes en CO2. C'est quoi du coup les enjeux aujourd'hui pour votre filière, que vous pourrez peut-être représenter d'ailleurs le SINASAV? Oui, alors bonjour à toutes et tous. Eh bien, je suis donc Roland Bouquet, donc président du SINASAV, qui est le syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique. Alors, ne vous y fiez pas, aujourd'hui j'ai mis la cravate pour l'occasion, président, mais j'ai une entreprise aussi de maintenance en région lyonnaise d'une 30aine de personnes. Donc, bien entendu, dans un contrat d'entretien aujourd'hui, dans les conditions générales d'un contrat de maintenance, on retrouve la sobriété et l'efficacité. Je veux dire, la maintenance arrive souvent en fin de construction de bâtiments, mais c'est quelque chose de super important. Un équipement qui est visité chaque année au SINASAV, sans faire trop de publicité pour nos entreprises, en tout cas, c'est 14 millions d'interventions. C'est plus de 8 millions de chaudières qui sont entretenues chaque année régulièrement. Eh bien, nous sommes des lanceurs d'alerte vis-à-vis du client final. C'est-à-dire que le technicien est formé pour, bien sûr, entretenir la machine, mais avec le nouvel arrêté d'entretien, on doit aller un petit peu plus loin et notamment conseiller le client sur des éventuelles améliorations et puis suivre ses consommations. Je crois qu'on l'a rappelé, aujourd'hui, les compteurs communicants permettent de suivre les consommations de près. Les chaudières aussi, les équipements, chaudières, pompes à chaleur hybrides également, ont des régulations, dans leur régulation des compteurs d'énergie. Voilà, donc c'est vrai, on a des clients qui de plus en plus nous demandent aux techniciens et combien est-ce que j'ai consommé et comment on pourrait demain consommer moins. Donc tout est là dans l'art du technicien, encore une fois, de conseiller le client sur les bonnes pratiques et surtout d'éviter les dérives. Je crois que c'est ça qui est important. Et s'il n'y a pas de visite annuelle, ce qu'il faut bien comprendre, oui, il va y avoir de la dérive, c'est certain. Quand on récupère des installations qui ont 4 ans, 5 ans sans visite, bien souvent, les gens, ils ont plus consommé, ils ont eu des problèmes. La chaudière se dégrade aussi plus rapidement. Donc voilà, je crois que la visite régulière, en tout cas, est un gage d'efficacité et de sobriété pour les installations. Alors, est-ce que les entreprises que vous représentez, elles disposent d'ores et déjà de ce savoir-faire ou est-ce qu'il faut qu'elles l'acquièrent? Alors, bien entendu, sur la partie énergie traditionnelle, gaz et fuel, oui, je crois qu'il y a une véritable expertise au sein des entreprises du SINASAV. Mais on est je crois que ça a été aussi le thème de la journée, il y a un changement de braquet, c'est clair, avec un virage à prendre, notamment vers la PAC hybride. Et je crois que pour revenir sur la PAC hybride, c'est un moyen demain pour nos techniciens, en tout cas, de se former progressivement à la thermodynamique. Alors, c'est vrai que la PAC hybride, on ne va pas revenir sur les avantages. Je crois que voilà, c'est vraiment l'utilisation de la bonne énergie au bon moment. C'est la sécurité pour le client, c'est de la tranquillité. Moi, j'ai un parc de PAC hybride en entretien. Et je peux vous dire, je n'ai pas une panne totale. Autant j'ai des pompes à chaleur 100% ELEC en contrat, et on a des gens qui sont des fois plantés. Avec une PAC hybride, il y a une sécurité. Et ça, voilà, mes clients sont satisfaits. En tous les cas, concernant la formation, je crois que la formation des techniciens, on ne pourra pas demain... voilà, moi j'ai 30 techniciens, voilà, on est 15 000 au syndicat au niveau du nombre de techniciens des entreprises. On ne pourra pas devenir 15 000 frigoristes. Non, il faut arrêter. Alors oui, il y a des enjeux, il y a un changement de braquet, c'est vrai, mais dans la temporalité, il faudra du temps pour emmener nos techniciens vers ces nouveaux systèmes. Et la PAC hybride, j'en suis convaincu, c'est un moyen pour un technicien de commencer à s'approprier le système. Alors, tout à l'heure, Madame Poirier-Thiès disait qu'aujourd'hui, les PAC hybrides, c'est portions congrues. Est-ce que ça a quand même vocation à augmenter? Est-ce que du coup, est-ce que vous y préparez? Oui, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, ça permettra à nos techniciens
d'avoir un étage dans la formation, d'avoir une progressivité. Vous savez, aujourd'hui, pour intervenir sur des fluides frigorigènes, il faut une attestation de capacité pour l'entreprise et une attestation d'aptitude pour le technicien, catégorie 1 notamment, pour manipuler les fluides. La PAC hybride fait que, quelque part, le technicien peut avoir une attestation intermédiaire de manière à pouvoir, voilà, encore une fois... Vous parlez de fluide frigorigène, excusez-moi, parce que comme on parle surtout de chauffage depuis tout à l'heure, vous voulez dire que les packs hybrides font aussi la climatisation, elles sont réversibles? Non. Aujourd'hui, le triple usage n'existe pas dans la PAC hybride. On est sur du double usage, donc bien sûr de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Très bien. Je ne voulais pas vous couper, hein. C'était juste, je rebondissais par rapport à la qualification fluide frigorigène, et du coup, vous relancez sur la question de la qualification de vos techniciens pour les packs hybrides. Donc du coup, il faut qu'ils acquièrent cette qualification, c'est bien cela? Alors, déjà, la PAC hybride, elle a un appoint fossile que l'on connaît, donc qui est une chaudière THPE, très haute performance énergétique, qui est couplée à une partie thermodynamique. Donc, elle devra être visitée chaque année. Je vous rappelle que depuis 2009, tout appareil de chauffage doit être visité par un professionnel. Voilà. Donc, bien entendu, une visite sera nécessaire chaque année. Très bien. Alors avant qu'on passe le micro dans la salle, ou en tout cas qu'on propose de le faire passer, juste pour revenir sur la question des transports, puisqu'effectivement, vous travaillez dans le domaine du bâtiment, mais vous êtes aussi, via vos entreprises, grands utilisateurs de véhicules. On en parlait tout à l'heure. Pour vous, les ZFE, les zones à faible émission, ça va être un vrai défi. Et du coup, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec le gaz énergie pour vos véhicules? Alors, je crois qu'il y a une histoire à raconter, hein. C'est clair, elle peut être belle. En tout cas, nous, 14 000 techniciens qui utilisent chaque jour leur voiture pour faire 6-7 clients. Voilà. Ce sont des voitures utilitaires, bien sûr. Vous savez que dans les prochaines zones, les fameuses ZFE dans les villes importantes, on ne pourra plus accéder avec le traditionnel berlingot HDI, voilà, sans faire publicité, ou le Kangoo ou le Partner, pour être complet, sur les 3 français. Voilà, on ne boit pas de jaloux. On est d'accord. Mais voilà, je crois qu'il y a peut-être une histoire à raconter. Et au SINASAV, nous avons pris l'initiative d'écrire au ministre des Transports en disant, voilà, avec nos amis GRDF et quelques autres amis, nous avons écrit pour dire la sortie finalement du diesel pour les entreprises du bâtiment. Il n'y a pas que les mainteneurs d'appareils, hein. On a aussi, bien sûr, vous le disiez, les artisans, menuisiers, électriciens, etc., qui roulent tous aujourd'hui dans des petits utilitaires. Je crois que la réponse d'avoir demain des véhicules qui roulent au bio-GNV, ça peut être une solution. En tout cas, pour mon entreprise, j'ai fait une première étude avec GRDF pour positionner un compresseur et une station au sein de l'entreprise. Parce que clairement, la réponse du 100% électrique pour les véhicules ne répond pas aux besoins de l'entreprise. Avec le bio-GNV, et j'espère de nombreuses stations qui vont voir le jour, le remplissage est simple, rapide, efficace, et c'est ce qu'on recherche, nous, en tout cas. Et vous aurez des espérances pour que ça se déploie à quels horizons? Eh bien, la demande qu'on fait, c'est pour ça qu'on a écrit au ministère des Transports, c'est qu'ils puissent essayer au moins d'influer ou de discuter, qu'on puisse avoir une discussion avec les constructeurs de voitures. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'offre. On avait un autre constructeur d'origine italien qui avait un véhicule, et puis sinon, les 3 autres dont on a parlé tout à l'heure, malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas d'offre, en tout cas d'usine. Peut-être en rétrofit, mais pas en tout cas d'origine, en neuf, n'ont pas d'offre. Donc je crois que s'il n'y a pas d'offre, voilà, d'où notre initiative en tout cas pour essayer d'aboutir sur quelque chose. Mais je crois qu'encore, voilà, ça a du sens, et l'histoire peut être belle en disant, voilà, on a un transfert et un abandon du diesel vers du bio-GNV pour nos entreprises du bâtiment. Effectivement, si toutes les entreprises de la FFB et au-delà, avec le SINASAV notamment, se mettent à utiliser des véhicules au gaz, on comprend que ça intéressera davantage les constructeurs. Comme je le proposais tout à l'heure, de vous passer la parole donc, pour prendre des questions. A-t-on des questions, des réactions dans la salle? Décidément, la salle est très timide aujourd'hui, hein. Ah,
question au premier rang, merci. Deuxième, excusez-moi. Bonjour, Christophe Léninger, délégué général de l'Union française de l'électricité. J'avais une question pour Roland Bouquet. Je voulais savoir si vous rencontrez des difficultés de recrutement dans vos métiers aujourd'hui pour faire face à la demande. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous aviez des formations qui étaient apportées en quantité et en qualité suffisante pour former les artisans, les techniciens aux nouvelles technologies? Et est-ce que c'était finalement à la hauteur pour faire face à tous ces volumes d'efficacité énergétique et d'installation à déployer? Merci. Merci pour vos questions. Alors, pour la première réponse, oui, bien sûr, je crois que c'est vraiment un sujet d'actualité aujourd'hui. Pas forcément que dans le bâtiment d'ailleurs, hein, mais on cherche des bras. On a une demande de maintenance sur les appareils et on n'arrive pas à répondre, clairement. Donc l'attractivité métier, c'est un sujet fondamental, en tout cas qu'on a pris à bras le corps avec le SINASAV. On est en train de lancer aussi une marque de manière à essayer d'attirer les jeunes vers notre beau métier, parce que notre métier, il parle aux jeunes. Sobriété, efficacité énergétique. Moi, mes enfants, à l'école, aujourd'hui, ça y est, on leur apprend ce que sont les énergies renouvelables. On n'a pas forcément, nous, connu ça. Donc, ils sont sensibilisés et je crois que je suis confiant. Oui, je vois les sections, notamment en Bac Pro et en BTS, qui se re-remplissent. Elles se sont vidées passé un temps. Et là, par justement cette notion d'environnement, de planète, d'économie d'énergie, d'efficacité, eh bien, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à se retourner vers nos métiers. Voilà. Donc ça, c'était pour la première. Donc en tout cas, oui, c'est un sujet, c'est le sujet aujourd'hui numéro 1 des entreprises, en tout cas de maintenance. C'est le recrutement et c'est attirer les jeunes talents vers nos métiers. Et au niveau du portefeuille de formation disponible? Alors, en formation, on s'organise, bien sûr. On a été à l'origine également d'une modification du Bac Pro, du Bac Pro maintenance, qui s'appelait le Bac Pro Temsec. Aujourd'hui, il s'appelle le Bac Pro maintenance et efficacité énergétique. On retrouve encore le terme efficacité. Donc, on a vachement œuvré avec les organisations professionnelles pour revoir les programmes, pour aussi inclure notamment une espèce de culture thermodynamique dans le bac professionnel. Et puis nous aussi on a créé le Calisav pompe à chaleur qui traite aussi de la pompe à chaleur hybride. Donc c'est une appellation, une qualification propre au SINASAV, où c'est le technicien qui est qualifié. Il a des cours en e-learning et ensuite il passe en entreprise l'examen. Voilà. Donc on essaye bien sûr je crois que toute la filière essaye de s'organiser pour avoir des contenus de formation qui suivent le marché. Une autre question peut-être dans la salle? Oui, monsieur. Bonsoir, Daniel Eck, administrateur de l'AFG. On a parlé plusieurs fois dans la journée des packs hybrides, à l'occasion de différentes présentations. Pour avoir un peu travaillé sur le sujet, j'ai l'impression quand même que l'offre de packs hybrides, en particulier dans le domestique, n'est pas très importante. On en revient un peu à l'offre de camionnettes GNV dont parlait M. Bouquet tout à l'heure. Alors ma question, c'est que faudrait-il faire pour améliorer cette offre? Je sais que GRDF travaille avec beaucoup de fabricants, je suppose que le SINASAV également. Parce que 5000 par an, c'est quand même pas énorme. Et j'ai noté aussi, pour avoir travaillé longtemps au niveau européen, que dans les pays voisins, ça n'a pas un grand succès non plus. Je vous confirme, c'est ce que nous disait M. Capferrer tout à l'heure de 50 Hertz en Allemagne. Donc, que faire? Parce que ce produit, moi, me semble particulièrement intéressant, en effet, pour les raisons que vous avez évoquées.
Laurence Poirier-Dietz. Je commence, vous saurez répondre techniquement ou compléter. Moi, je crois, comme je disais tout à l'heure, que c'est des sujets de marché. Plus il y a un marché et une demande client qui se fait jour, plus les constructeurs y travaillent. Et mieux ils y travaillent, et plus on a du retour d'expérience aussi sur les matériels posés. Donc là, quand on est dans un produit qui clairement a beaucoup de qualité, on en a dénommé beaucoup, et qu'on a aussi peu de placements par an, on ne peut pas avoir cette dynamique. Donc voilà, c'est vraiment la question du time to market que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que maintenant, la PAC hybride va vraiment pouvoir être un produit qui va être beaucoup plus intéressant pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer, hein. Aussi parce qu'elle répond aux exigences de la RE 2020, donc, et ça va forcément amener les constructeurs, et nos équipes travaillent effectivement en lien avec les constructeurs pour qu'on ait des produits qui soient performants, qui soient aussi d'un dimensionnement qui soit correct et qui permettent donc d'avoir des produits performants et qui donnent entière satisfaction aux clients. Roland Bouquet, un complément? Oui, alors, il existe un parc aujourd'hui quand même, hein, monsieur, hein, de pompes à chaleur hybrides. On est aux alentours des 100 000. Parce qu'ils s'en vendent entre 5 et 8 000 par an. Alors les chiffres ne sont pas... Parce que voilà, on a les pompes à chaleur hybrides plutôt type monobloc, avec les deux énergies 2 en 1. Et puis on a aussi la partie en relève, avec la chaudière qui est à côté. Donc c'est pour ça que les chiffres sont... Voilà, mais en tout cas, il y a on est aux environs des 100 000 installations. Après, je crois qu'il y a un virage là qui a été pris... il y a un consensus qui a été trouvé, en tout cas au niveau de la filière, notamment au sein de l'AFPAC et de l'association, donc qui est l'Association française des pompes à chaleur. Ça, c'est important, on peut le dire. On peut en être fier. Il y a un consensus qui a été trouvé sur le positionnement finalement et la valeur, le niveau d'appoint. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Uniclimat, que vous connaissez, a beaucoup travaillé avec 8 fabricants pour justement arriver, avec des ingénieurs, hein, pour pouvoir justement trouver un équilibre pour qu'à la fois la PAC elle fonctionne bien et qu'à la fois, économiquement parlant, elle soit accessible aussi pour le client final. Donc voilà, le consensus a été trouvé, donc je crois que c'est un très bon point. Maintenant, il ne reste plus qu'à en installer. Il n'y a plus qu'à. Eh bien, écoutez, on est arrivé au temps qu'il était imparti donc, pour cette table ronde. Je vous remercie tous les 4 d'y avoir participé. Là encore, on aurait pu y consacrer une journée entière, effectivement, à discuter d'efficacité et de sobriété dans le bâtiment et dans le transport, mais vous avez fait un très bon résumé des enjeux. Merci beaucoup. Merci à vous 4.